Bonjour à toutes et à tous. Il y a 10 ans éclatait la plus grave crise financière et économique mondiale de cette dernière décennie, avec aujourd'hui encore des répercussions concrètes sur la vie de nombreuses personnes. Cela dit, faut-il vraiment expliquer les bouleversements que l'on observe aujourd'hui dans notre société à partir du seul facteur économique ? Sommes-nous dans un état de crise permanent ou vivons-nous une transition vers un nouveau type de société ? Pour en parler, nous recevons, une fois n'est pas coutume, non pas un économiste ni un politique, mais un prêtre. Éric de Veucquelard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Liège, vicaire épiscopal pour le temporel, mais aussi écrivain, blogueur, chroniqueur et aussi administrateur dans la fondation « Ceci n'est pas une crise ». Alors Éric de Veucquelard, c'est un nom un peu surréaliste pour une fondation. De quoi s'occupe-t-elle? Quel est son objectif? La fondation « Ceci n'est pas une crise » est une initiative pluraliste. C'était entre autres dans des dialogues entre le regretté Philippe Mestat et Jean-Pascal Labille, qui est actuellement secrétaire général des mutualités socialistes et qui lui a succédé à Philippe Mestat comme président de la fondation, l'idée de créer une fondation pluraliste. Il y a des hommes politiques de tous bords, ça va de Philippe Busquin, Grégoire Chapelle à gauche, à Louis Michel, le père de notre actuel Premier ministre, et d'autres politiques dans, je dirais, de différents partis. C'est des hommes d'affaires comme Éric Dompe, le créateur de Péridaïsa, des gens bien connus du monde du spectacle comme Pierre Kroll, le célèbre caricaturiste, des gens du monde académique et économique, des Bruno Coleman, des Benoît Schoer, des hommes et des femmes vraiment de toute tendance. Et que fait un prêtre justement parmi eux? Quel est votre rôle dans cette fondation? Il voulait également avoir quelqu'un qui représentait justement tout ce qui est ce pôle plus convictionnel. Alors, ils m'ont choisi sans doute parce que je suis prêtre, parce qu'ils savent aussi que toutes les questions socio-politiques, économiques m'ont toujours passionné. Ça fait un peu partie de ma formation avant de devenir prêtre, et puis ça fait partie de mes intérêts. Et donc, l'idée de cette fondation était de dire... Nous voulons être un marqueur. On se rend bien compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas le monde dans lequel on s'engage. Pourquoi ceci n'est pas une crise? Parce qu'on parle de crise depuis tant d'années. La première fois que j'ai entendu parler de crise, c'était en 1971, le premier choc pétrolier. Je suis né en 63, donc j'avais même pas 8 ans. Donc, j'en ai 54 aujourd'hui. Une crise qui dure un demi-siècle, ce n'est pas une crise, du moins pas dans le sens conjoncturel. C'est un changement structurel. Nous sommes dans un changement de société complet. On ne maîtrise pas tout, mais ce changement, il est apparent. Et donc, comme le changement, il change complètement l'environnement. Si vous vous réveillez dans votre maison et que soudainement, les murs de votre maison ne sont plus les mêmes, le toit a changé, votre première réaction, ce sera de la panique et de l'insécurité. Et justement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui aux gens? Quels sont les changements qu'on peut observer? Mais les changements, on les voit d'abord, c'est évidemment le grand défi environnemental. Donc, nous rendons bien compte que cette idée d'une croissance, selon le modèle né avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire j'extrais de l'énergie, je fabrique des choses, je jette et j'en fais de nouvelles, ce n'est pas tenable aujourd'hui, parce que les fondateurs de l'économie classique parlait d'une planète dont les ressources seraient illimitées. Et il le faisait parce qu'à l'époque, le nombre de gens qui vivaient sur la planète et ce qu'il fallait faire était limité. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que les ressources naturelles ne sont pas illimitées et que donc, si on ne crée pas ce qu'on appelle une économie circulaire, une économie durable,
la planète ne va pas tenir. Donc ça, c'est le premier changement. Et on commence par le voir. Une partie de la crise migratoire d'aujourd'hui, c'est les guerres, évidemment. Mais les guerres sont dues aussi à une pression parfois sur l'environnement. Il n'y a plus d'eau, les gens se déplacent. Et puis, tous les changements économiques, c'est parce que toute une partie de l'Afrique est en train de se faire désertifier à cause des changements climatiques, le manque d'eau et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des premiers changements. On voit des bouleversements de population à une échelle qu'on ne connaissait pas. Et notre petite Europe, habituée peut-être à être un peu protégée, du moins depuis qu'il n'y a plus la guerre, elle ne comprend pas. Alors, autre changement, évidemment, ce sont les changements économiques. Nous avions une société industrielle, puis on est passé à une société de services. Et aujourd'hui, la révolution numérique fait que les services sont en train de disparaître. Toute personne qui est habituée d'acheter ses livres chez le libraire, aujourd'hui, les gens font sur Amazon ou chez des grands revendeurs. Et quelque part, tout ce service intermédiaire disparaît. Alors, il ne faut pas se résigner. Je crois que les libraires sont toujours utiles, et d'autres aussi. Mais ce changement fait peur. Et donc, une série de personnes capitalisent sur la peur, en disant la peur, c'est la faute de l'autre. On désigne un bouc émissaire, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on appelle le populisme identitaire. Et le populisme identitaire, il ne résout pas la crise et il mène vers la violence et la guerre. Et donc, la Fondation se dit, ceci n'est pas une crise, veut expliquer aux gens, nous ne sommes pas dans une crise temporelle due à quelques boucs émissaires, nous sommes dans un changement de société. Et ce n'est pas en cherchant un coupable désigné, en créant des tensions les uns contre les autres, qu'on va la résoudre. Il s'agit d'être forts ensemble pour créer une société de la transition, une société digne de l'humain. Alors effectivement, le populisme est un phénomène qui monte un peu partout en Europe, même chez nous en Belgique. Quelles sont les actions concrètes que mène la Fondation Ceci n'est pas une crise pour faire prendre conscience aux gens des risques qu'implique ce populisme? Mais la Fondation a aussi une certaine humilité à avoir. Nous ne sommes pas là pour dire « tada, c'est nous qui allons tout changer ». Je la compare souvent à un phare. Vous savez, un phare, c'est utile, ça avertit, ça dit où est le port, ça rassure, et en même temps, ça annonce les dangers des rochers. C'est ce que fait la Fondation, mais un phare tout seul, ça ne suffit pas. Il en faut d'autres. Il y a d'autres initiatives citoyennes qui se créent, qui sont du même ordre. Ça, c'est la première chose, ne pas croire que seuls nous allons le faire. Mais que faisons-nous concrètement? Je crois que d'abord, il y a le fait symbolique. Qu'est-ce qu'un prêtre comme Éric de Beuquelaar fait avec des politiques de différents partis, avec des hommes et des femmes de la société académique, certains étant athées ou agnostiques? Nous ne sommes pas d'accord sur tout dans la Fondation. Nous sommes parfois très différents. Il y a des gens qui sont de droite, de gauche, des croyants, des incroyants. Et pourtant, tous ensemble, nous disons, nous ne sommes pas dans une crise temporaire, nous sommes dans un changement de société. Et le populisme n'est pas la solution. Il s'agit au contraire d'être plus solidaires, d'être plus reliés pour ensemble aborder le changement de société. Donc, la première chose que fait la société, la Fondation, c'est de montrer que si des gens aussi différents et aussi peu d'accord sur d'autres choses se mettent ensemble, c'est qu'il y a un enjeu. Ça, c'est la première chose. C'est le signal, le symbole de gens très différents qui, ensemble, portent un message. Ensuite, eh bien, il y a des conférences. Il y a des présences auprès de jeunes. Il y a une série de livres que nous avons publiés, on en parlera sans doute dans un instant. Voilà, on va en parler, tout à fait. Il y a les écrits aussi plus personnels et les interventions comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire tous à nos niveaux, simplement. C'est aussi un engagement que nous prenons justement de ne pas tomber dans le piège des sirènes du populisme identitaire qui nous guette tous. J'utilise souvent l'image du règne animal. Je dis, vous savez, l'enfant, c'est un peu comme un mollusque, la moule par exemple, ou l'huître. C'est-à-dire l'enfant, il est tout malléable. C'est pour ça qu'il a besoin de la coquille de la moule ou de l'huître, c'est-à-dire la coquille pour l'enfant, c'est les parents, c'est le monde scolaire, c'est les adultes. C'est pourquoi, quand on touche à des enfants, ça fait tellement mal parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. L'adolescent, c'est Françoise Dolto, la célèbre psychologue qui le disait, l'adolescent, c'est le crustacé, c'est-à-dire parce qu'il est encore mou à l'intérieur, il se fait une carapace et il a des pinces. C'est pour ça que les adolescents ne sont pas toujours faciles à vivre. Ils ont une carapace, on dit qu'ils sont un peu too much, les petits garçons qui jouent un peu au mec, les petites filles qui font la bimbo, c'est l'adolescent. Et ils sont agressifs, ils ont des pinces. L'adulte, c'est le vertébré. Il a une colonne vertébrale à l'intérieur. Et c'est parce que nous avons une colonne vertébrale que nous avons la souplesse
et que nous avons la douceur de la peau, la résilience qui permet d'accueillir les chocs. Alors, il ne faut pas croire que devenus adultes, nous ne vivons pas des régressions mentales. Parfois, nous retombons en enfance, parfois, nous retombons en adolescence. Eh bien, la société de consommation actuelle, qui n'arrête pas de nous dire « tu n'es pas bien, consomme », veut nous faire retomber en enfance, veut faire de nous des simples petits consommateurs, des mollusques qui suivent les modes. Et parfois, les gens qui n'ont pas assez une colonne vertébrale pour sortir du modèle de consommation, on se rend bien compte que la simple consommation, on consomme tous, mais la consommation ne suffit pas pour remplir une vie, eh bien, ils se réfugient dans une posture adolescente, une carapace, des grosses pinces, et ça, c'est le piège du populisme identitaire. Qu'il soit religieux, les fondamentalismes religieux, nous sommes les purs religieux, c'est tous les autres qui sont les coupables. Qu'ils soient politiques, nous on va vous défendre, on est chez nous, et eux on va les foutre dehors, c'est les mauvais qui viennent nous envahir, c'est le même mécanisme adolescent. Et donc ce que font les administrateurs de la Fondation, c'est de rappeler que nous devons construire notre colonne vertébrale intérieure et comprendre que l'identité, elle est intérieure, et c'est quand elle est forte et intériorisée qu'elle empêche de tomber dans cette carapace identitaire qui est cause de violence, voire de guerre. Bien voilà, donc là, vraiment résumé l'objectif de la Fondation. Peut-être quelques mots sur deux livres, dont un que vous avez coécrit, Éric de Beuquelard, avec Baudouin de Charneux. Le livre s'intitule « L'urgence humaniste ». Alors, est-ce que l'humanisme est aujourd'hui en danger en raison, comme vous l'avez évoqué, du consumérisme, de la mondialisation, ou aussi en raison des fondamentalismes de différentes natures qui réapparaissent? L'humanisme est toujours à défendre. Et ça commence, je dirais très simplement, vous sortez de chez vous, vous avez une maison mitoyenne avec votre voisin, il y a un problème de haie ou le gamin du voisin a jeté son ballon dans votre jardin et il a peut-être cassé quelque chose. Vous avez deux possibilités, soit de vous casser la gueule au voisin, soit de vous allez discuter avec lui. Allez-vous traiter ce voisin comme un danger, comme un agresseur ou comme un être humain? Le philosophe Lévinas nous parle de l'épiphanie du visage et il dit c'est à partir du moment où on se rend compte que l'autre, il a un visage, il a un regard, que quelque part il devient unique, il devient insondable, il devient un mystère. Je ne peux que le respecter. Et donc nous ne sommes pas des bisounours, on peut être en conflit avec quelqu'un, on peut ne pas être d'accord, on peut s'opposer, mais dans le respect. Et donc l'urgence humaniste que j'ai écrit de fait avec un ami qui est le professeur Baudouin de Charneux, professeur à l'ULB, qui n'est donc pas un chrétien, même si c'est un homme très respectueux de toutes les religions et qui connaît très bien, puisqu'il enseigne la philosophie du christianisme, il connaît très bien l'histoire chrétienne et il la respecte énormément. C'était un peu le signe de dire, voilà, deux hommes qui sont différents, qui sont sans doute pas d'accord sur tout, mais qui sont amis et qui vont parler de ce que c'est l'homme et de fait de l'urgence sans cesse de recréer l'humanité. Et nous pensons de fait que la société d'aujourd'hui, parce que ça va beaucoup plus vite, parce qu'il y a tant d'enjeux qui risquent de nous replier dans la peur et le repli identitaire, cela peut faire en sorte que cette dignité humaine s'évapore. Un exemple, les réseaux sociaux. Nous sommes beaucoup à être sur les réseaux sociaux. Vous le disiez en début d'émission, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Mais si on y prend garde, on peut se dire, moi je suis hyper bien connecté, au courant, parce que je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Mais si on y prend garde, eh bien, on va simplement aller regarder sur les sites qui me ressemblent et qui me confortent, on va accueillir les commentaires uniquement des gens qui pensent comme moi, et en croyant être ouvert sur le monde, on s'enferme dans sa tribu, la bulle de ceux qui pensent comme moi, de gauche, de droite, croyants, incroyants, et c'est comme ça que tant de jeunes, dans une recherche religieuse ou politique, sans s'en rendre compte, tombent dans de véritables replis identitaires, de véritables bulles sectaires en croyant être ouvertes sur le monde. Leur écran, au fait, devient une prison. Et c'est là qu'il faut se dire non. Le véritable humanisme, nous sommes tous différents, il y a des hommes, des femmes, des âges différents, des couleurs de peau différentes, des pensées de politiques et des pensées aussi religieuses différentes. Eh bien, c'est dans cette différence et dans ce débat qu'on arrive à créer vraiment ce que c'est que le sentiment humain. Et je pense, et ici c'est le prêtre alors qui s'exprime, que si le Christ a accepté de partager la vie des hommes en Jésus de Nazareth, si Dieu a voulu vraiment épouser la condition humaine, eh bien, il a accepté justement d'épouser la condition humaine dans toute sa diversité. Et il a choisi 12 apôtres, ils étaient tous les 12 très différents.
Alors vous avez également contribué à un autre livre sur le Brexit cette fois, donc la sortie probable du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est pour dans quelques mois. Est-ce que ce Brexit est aussi symptomatique du climat de repli qui règne actuellement? Vous connaissez bien d'ailleurs le Royaume-Uni par ailleurs. Oui, j'ai vécu quelques années dans ce pays que j'aime beaucoup et vers lequel je dirais souvent mes pensées vont. Donc pour moi, le Brexit a été un réel déchirement. Mais je crois que le Brexit, il exprime toute une série de choses. Cet ouvrage collectif a d'ailleurs eu des plumes éminentes, que ce soit Philippe Busquin, qui a été commissaire européen, Mark Heiskens aussi, et d'autres, parce que le Brexit marque vraiment un temps d'arrêt dans ce projet européen. Je rappelle que la première grande figure politique qui a parlé de l'Union européenne, beaucoup de gens l'ignorent, c'est Winston Churchill, et c'est en 1946, un an après la guerre. C'est un discours qu'il a tenu à Zurich, où il a dit « Si Paris et Berlin et quelques pays autour ne s'unifient pas dans une fédération européenne, alors la paix que nous avons acquise si durement avec la Seconde Guerre mondiale ne va pas durer longtemps. » Parce que, immanquablement, à nouveau, les antagonismes sur le continent européens vont se relancer et ce sera à nouveau source de violence, voire de guerre. Il ne pensait pas à l'époque que l'Empire britannique, comme on l'appelait à l'époque, entrerait dans l'Union européenne, mais il voyait très clairement que le projet européen, ce n'était pas un rêve de quelques romantiques, c'était un projet de paix et de civilisation pour en terminer avec les guerres incessantes sur notre continent. Les fondateurs de l'Europe ont porté cela. La Grande-Bretagne est entrée, c'est une île, elle a toujours été un peu particulière. Devait-elle entrer ou avoir un autre partenariat? C'est un éternel débat. Mais aujourd'hui, après plus de 40 ans de présence britannique, avec tout ce qu'elle a apporté au sein de l'Union européenne, ce repli fait mal. Et ce repli doit vraiment interroger tous ceux qui croient encore au projet européen, non pas un projet ultra-capitaliste ou un projet de rêve d'un super État qui va contrôler les gens, comme beaucoup le pensent, mais un projet de paix et de civilisation dans notre continent. Le Brexit nous interroge et nous pousse à repenser le projet européen. C'est pour ça qu'au nom de la Fondation, nous avons fait ce livre. Alors, un autre élément, si on peut dire, un autre bouleversement qui a des répercussions partout en Europe, c'est effectivement la crise des migrants, la présence des migrants. On se rend compte que pour beaucoup de gens, les migrants, en tout cas, sont perçus comme un danger. Ils coûteraient plus à la société que ce qu'ils lui apportent. Eh bien, je vous propose de regarder une brève séquence réalisée par Ceci n'est pas une crise à propos des migrants. À tout de suite. Ah oui, écoute, à mon avis, énormément de sous à la Belgique, oui. Le logement, la nourriture, les sous toute la journée, oui, certain. C'est clair que ça coûte de l'argent, oui, ça c'est clair, oui. Mais ça coûte un peu d'argent aussi, hein. Ben oui, mais comme il a dit, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut s'occuper d'eux. Oui, quand même. Moi, je pense que ça coûte quand même. Ben, naturellement, il faut les aider, il faut les soutenir probablement. Ben, c'est quand même, ils viennent quand même en masse, donc chaque personne qui vient en Belgique, ça coûte quand même des sous. Ben, bien sûr. Et dans les autres pays aussi, que ce soit en France. Débloquer de l'argent pour les accueillir, mais je pense que la Belgique gagne beaucoup aussi dans l'immigration. C'est un avantage économique. Les gens travaillent et apportent une valeur. Ils ont aussi une fonction économique. Il faut donner la chance aux gens pour s'intégrer. Voilà, Éric de Beukelare, on vient de le voir dans ce bref micro-trottoir. Beaucoup de personnes ont une perception assez négative des migrants et coûteraient donc plus cher à notre société qui lui rapporte. L'Église catholique, par la voix du pape François, mais également par la voix de nos évêques en Belgique ou des associations de chrétiens, appellent à mieux accueillir les demandeurs d'asile ou les migrants. Mais est-ce qu'on peut vraiment accueillir tout le monde ?
Vous voyez, vous me posiez la question il y a un instant, que fait la Fondation? C'est aussi par ce genre de capsules vidéo que quand on va dans des classes ou dans des auditoires ou auprès d'adultes, on essaye de faire réfléchir, ou alors sur Internet. Il y a un site d'ailleurs de la Fondation qui parle de cela. La question des migrants, elle reprend ce que je disais il y a un instant. Elle est évidemment une question géopolitique. On ne peut pas accueillir le monde entier, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et l'image, par exemple, de la peau, notre peau qui, par rapport au monde externe, nous permet de respirer et d'ouvrir et d'accueillir, mais en même temps de filtrer, est une image peut-être de ce que l'Union européenne doit faire par rapport aux migrants. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord de se dire, oui, mais il y a des personnes qui sont ici en situation de détresse. Est-ce que ce sont simplement des statistiques dérangeantes? Est-ce que c'est uniquement un danger? Ou est-ce que c'est d'abord des êtres humains? Ne jamais oublier que ce sont des êtres humains. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Les gens qui ont fui la guerre en Syrie, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas de diplôme, mais qui sont tout aussi honorables. Il y a des enfants, il y a des personnes qui ont tout perdu. Ce sont des êtres humains. C'est la première chose. N'oublions jamais que ça pourrait être notre frère, notre sœur. Et ça, la Fondation le rappelle. Ensuite, la migration a toujours existé. Et une société qui se ferme, c'est comme la peau. Vous savez que si on empêche la peau de communiquer avec l'extérieur, nous mourrons parce que notre peau respire. Une société qui ne veut accueillir aucune nouvelle population, elle meurt. Je comprends, évidemment, il ne faut pas être naïf que, par exemple, un pays comme l'Italie actuellement, qui accueille beaucoup de migrants parce qu'elle est aux frontières de la Méditerranée, a des difficultés. Mais en même temps, quand parfois je rencontre des gens italiens qui me disent « Vous vous rendez compte ?» Je dis « Mais rappelez-vous quand même que les Italiens ont été partout en Europe. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas apporté? Ils nous ont même apporté un Premier ministre dans ce pays. » Donc l'immigration fait partie de l'enrichissement d'une société. Et de fait, les études le montrent, l'immigration en net, après un certain temps, apporte une richesse au pays parce que ces gens, ils ont une rage d'avoir une revanche sur la vie et c'est parmi ceux qui vont le plus étudier et le plus apporter une partie de bien-être dont notre pays a énormément besoin, surtout avec le vieillissement de la population. Donc ne voyons pas l'immigration uniquement comme un danger, il est aussi une chance. Alors, je vous propose de regarder maintenant une autre séquence, toujours réalisée par « Ceci n'est pas une crise », c'est à propos de la présence de l'islam en Belgique. Aucune idée. Beaucoup trop. Peut-être 40%. Il doit avoir 50%. En Belgique, il doit avoir peut-être une 60%. 25%, on va dire. 25% de la Belgique, c'est des musulmans. 50%? Il y a plus de musulmans que de Belges, je pense, non? C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais je crois qu'il y en a tout de même beaucoup. Moi, j'ai rien contre les Marocains, mais il y a trop de Marocains mal éduqués. On accueille tout le monde et puis voilà, on a des terroristes, on a des problèmes. Et puis il y a les vrais musulmans qui ne sont pas encore belges, qu'ils deviendront peut-être, s'ils se conduisent bien. Je n'ai rien contre eux, mais c'est juste parfois on ne se sent plus chez soi, malheureusement. Et les Belges, eux, n'ont plus de travail à cause des immigrants et tout ça. Les musulmans ne me dérangent pas, mais c'est leur mentalité qui me dérange. Mais maintenant qu'il y en ait plus, on s'en fout de ça. Le moment que ces gens nous respectent, c'est tout ce qu'on demande. Mais c'est pas le cas. Des religions, il y a de tout, on s'en fout. Tout le monde est bienvenu. La tolérance est la vertu première et croyez-moi, c'est celle que j'ai enseignée à mes élèves en tant que prof d'histoire. Voilà, Éric de Beuquelaar, c'est quand même étonnant, cette différence entre le pourcentage réel des musulmans en Belgique, on vient de le voir, 7,2%, et la perception que les personnes peuvent en avoir. Comment expliquer ce décalage entre la réalité et cette perception qui n'est pas exacte? Oui, donc la vidéo qu'on vient de voir est tirée de cette grande enquête que la Fondation a initiée, Noir, Jaune, Blues, qui a été reprise par la RTBF, par le journal Le Soir, qui essayait justement de voir un peu quel est l'état d'esprit de la population belge aujourd'hui et quels sont leurs ressentis. Et
parmi les choses qui nous ont frappés, c'est cette idée que beaucoup de personnes pensaient que le nombre de musulmans est énorme. Pourquoi? Parce que l'islam, alors oui, il y a des soucis avec un islam fondamentaliste, avec d'autres religions aussi, ou avec d'autres non-religions, mais avec les chrétiens fondamentalistes aussi. Oui, il y a parfois même des athées fondamentalistes, mais c'est vrai qu'au niveau de l'islam aujourd'hui, de manière géopolitique, c'est un réel souci. Mais c'est une ultra-minorité et ça ne concerne pas nos concitoyens musulmans. Mais aujourd'hui, à cause de cela, à cause de la peur de l'étranger, le musulman devient une forme de bouc émissaire. Il y a d'ailleurs un monsieur à un moment donné, il hésite, il dit les juifs, les musulmans. Ce que les juifs étaient dans les années 30-40, les musulmans sont en train de le devenir, c'est-à-dire cette espèce d'ennemi visible, invisible qu'on voit un peu partout. Et de dire, écoutez, aujourd'hui en Belgique, c'est un peu plus de 7% de présence musulmane et non pas les 25, 30, 50% de musulmans comme certains l'imaginent. Et de se dire, mais une fois de plus, nous vivons dans une société multiculturelle, ça fait partie des données, et qu'allons-nous faire comme citoyens, et ici le prêtre parle, je dirais même comme chrétiens, pour faire en sorte que cette société, eh bien, elle soit vraiment digne de l'homme. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'être dans cette fondation et d'aider à conscientiser de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, parce qu'on me dit souvent, vous êtes un bisounours. Mais non, il ne faut évidemment pas laisser les extrémistes, quels qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient politiques, il ne faut pas les laisser attaquer notre démocratie. Il y a vraiment des lignes rouges à ne pas dépasser. Il faut être très ferme. Mais beaucoup de nos concitoyens musulmans pensent exactement la même chose. Et ça, il faut le dire. Alors Éric de Beuquelard, peut-être une dernière question. Parmi les bouleversements que connaît notre société, le paysage religieux a aussi fondamentalement changé ces 50 dernières années. Le christianisme n'a plus le monopole du sens, chez nous en tout cas. Comment réagit l'Église catholique aujourd'hui à cette société pluraliste? Ça se passe bien? Elle se sent à l'aise dans cette séparation entre Église et État? La séparation entre Église et l'État, elle existe depuis quelque part la fondation de la Belgique et même la Révolution française. Alors certains diront oui, mais c'est un peu un état de fait. Par contre, il est vrai que à la fondation de la Belgique, 98% des baptisés étaient baptisés catholiques. Et en 1968, mai 68, il y a 50 ans, encore 95% de la population était baptisée catholique. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est une moitié, plus ou moins. Les statistiques ne sont pas encore tout à fait précises sur le nombre de baptêmes. Est-ce qu'on est à l'aise? Mais c'est un état de fait. Moi, je suis toujours né dans cette situation-là, donc ça fait partie, je dirais, des défis et des challenges. Je crois que quelque part, c'est toujours un peu difficile, mais en même temps, c'est une chance de ne plus être peut-être les seuls à être présents. Ça nous invite justement à se rendre compte qu'être chrétien, c'est pas évident. Être chrétien, c'est une conversion, c'est un changement de vie, un changement de cœur. Et ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Il y a un des premiers penseurs chrétiens qui disait « on ne naît pas chrétien, on le devient ». La société actuelle, elle nous y encourage. Alors, ce qui est un peu peut-être plus difficile, c'est cette idée que nous sommes dans une société où il y a des cercles concentriques, il y a quelques pourcents de chrétiens très engagés et puis d'autres un peu moins. Mais il faut faire avec tous ces gens-là et ils font partie de la famille chrétienne. Et ensemble, eh bien, le Christ pourra nous aider à avancer vers une vie meilleure. Eh bien voilà, Éric de Beuquelard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et merci de nous avoir éclairés sur certains défis qui se présentent à nous. Chers amis, merci également à vous de nous avoir rejoints. Si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine émission.